Les hautes eaux de Daria Siliusarenko. Traduit du russe par Alexis Vadro. Une longue enfilade de garages sombres. L'un d'entre eux est ouvert. Une lumière chaude brûle à l'intérieur. Il contient non pas une voiture, mais une barque. Sania et Pacha sont assis dans la barque et boivent de la vodka. Putain, tu veux être mon ami ou quoi? Et quoi, je suis pas un ami? T'es de la merde. Toi-même, t'es de la merde. Un ami, c'est quelqu'un qui est toujours à tes côtés et tout. Et qui te laisse jamais tomber, tu piges? Et moi, je te laisse tomber ou quoi? Bien sûr, tu me laisses tomber avec tes meufs. Bah écoute, les meufs. Je m'en branle, je veux un ami. Bah explique ce que je dois faire pour ça. Tiens, quand c'est mon anniversaire, c'est un putain de jour sacré pour toi. Tu laisses tout tomber. T'es chez moi dès le matin. On boit, on mange, on déconne. Les copains arrivent, on fait la bringue. Sans te débiner en mode « Je suis en congé, Sania, désolée, j'ai ma femme, j'ai ma maîtresse, patati, ces conneries. » Fallait pas naître un autre putain. C'est pas ma faute quand même. C'est ça qui fait encore plus mal, Pacha. Tu dois comprendre. J'ai compris, mais pourquoi tu fais une fixette? Je fais pas une fixette, Pacha. J'en ai plein le cul, c'est tout. Toute ma vie, c'est pareil. Je me trouve un mec au sens un pote. On fait des trucs ensemble, ça déchire. Et puis d'un coup, putain, il a une meuf à la con. Et c'est fini. Je comprendrais encore si c'était une seule. Mais c'est comme toi d'abord. D'abord une femme, puis une maîtresse, puis une autre chose après quelques verres. Ça sert à quoi ces conneries? Une femme que t'épouses, ça doit être un ami. Le seul et l'unique. Sinon, tout ça ressemble à rien. Je me marierai que si c'est pour de vrai. Et un ami, c'est genre aussi pour de vrai. Tu comprends, non? Qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi c'est limité? Je suis pour la liberté. Quelle putain de liberté, Pacha. Tu comprends que dalle à ce que je raconte. Passe la vodka. Tiens. Il m'est arrivé un truc dans la vie qui m'a laissé que deux options. Me retrouver ici ou bien au cimetière. Tu veux dire quoi? Je veux dire que tu penses quoi? Que je vais passer ma vie ici ou quoi? J'ai 45 ans, il est temps que je retourne à Moscou. Maintenant, c'est différent là-bas, pas comme à l'époque. Et tu dois venir avec moi. Laisse tout tomber ici. Ici, t'as quoi quand t'y penses, hein? Bah, je sais pas. C'est pour la liberté, non? La liberté, elle est là-bas. Et Irka? Et Svedka, sans meuf, Pacha. Toi et moi comme deux copains. À Moscou. Et on va faire quoi là-bas? Du business, Pacha. Ouais, je sais pas. Hein. Ils boivent. Sania tape la barque avec la main. On y va en barque et on dépose un brevet. Tu piges, non? C'est moi qui l'ai inventé, ce truc. La barque? Mais c'est pas juste une barque, putain. Elle se plie, genre comme un vélo. Mais c'est une barque. C'est grave pratique. Et qui a besoin d'une barque à Moscou? Attends qu'on leur ramène, tu vas voir. Ouais, je sais pas. T'es mon ami ou non? Passe la vodka. Il y en a plus. J'y vais alors. Où ça? On en reprend de l'autre côté. Il y a Irka qui m'attend, elle va... bah tu sais, comme d'hab... Encore ces patatis de conneries. Mais t'embarques avec moi pour Moscou. Sania. J'ai compris, allez. Allez. Joyeux anniversaire au fait. Ouais. Pacha, titubant, s'enfonce dans l'obscurité. Sania sort une bouteille pleine de derrière la barque. Il boit. Pas une amie, mais une carpette pleine de pisse. Bah reste ici, j'irai tout seul. Je vais peaufiner les rames pour ne pas être assis le cul en avant. Parce que tout le monde rame de dos comme des nazes. Et je prendrai le large. Moscou, j'y rentre dedans la tête la première. Et je reprends tout à zéro.
Sania plie la barque. Ce n'est pas facile. La barque est pliable, mais elle est très lourde. Sania halète. Les deux moitiés de la barque se replient, enfin. Ça ressemble à un cercueil tronqué. Ça a de la gueule. Sania pousse la barque sur la voiture. C'est encore plus dur. Il rafle la voiture. Il finit de la pousser. Il la fixe. Il démarre le moteur. Pacha sort de derrière les garages. Sania, quoi? J'embarque pour aller au Moscou. Ah ouais? Oui. Elle me casse les couilles Irka avec ses jalousies. Et Svetka? Et Svetka aussi les meufs, bref, j'en ai marre. Je t'avais bien dit, on va s'installer là-bas, lancer un business et les meufs, elles vont elles-mêmes venir se coller à nous. Ça sera la fête au village, garantie. Je vois. Monte. Sania, il y a un truc que j'ai appris, quoi? Que tu peux pas entrer comme ça à Moscou en ramant l'eau. Elle sort de la ville. Elle rentre pas dedans. Tu comprends? Et alors? Bon, faut aller à contre-courant en bac. Je sais pas trop. Peut-être on y va en train. T'es con? Quoi? Parce que n'importe quel con peut venir en train. Et nous, on est des cons? Non. Alors, nous, on sera en barque. Je n'ai rien à braler de ton courant. Tu viens, oui, on est. Oh ouais, je viens. Monte, arrête de chialer. Pacha monte. Ils roulent un petit moment, ils arrivent près d'une rivière. Ils sortent de la voiture. Au bord de la rivière, il y a des femmes avec des enfants et des mecs bedonnants avec des bières. Aide-moi. Sania et Pacha tirent la barque du toit de la bagnole. Ils la traînent dans le sable en direction de l'eau, sous les regards des citadins en villégiature. Pacha est nerveux. C'est légal tout ça. Voyager en barque? Oh, ça fait un peu loin. Le principal, c'est que tu balises pas et tout sera légal. Il s'arrête près de l'eau. Sania déplie la barque. Sania et Pacha poussent la barque dans l'eau. Merde, les rames, qui ont ça? Sania court vers la voiture chercher les rames. Pacha reste à côté de la barque. Il est gêné. Tout le monde regarde. Il sourit timidement. Sania revient avec les rames. C'est bon, monte. Et écoute, je sais pas. Bon, tu fais chier, c'est ta dernière chance, je te jure. T'es mon ami ou t'es de la merde? Pacha hésite. Les femmes autour sont intriguées. Pacha crache de côté, attrape le bras de Sania et monte dans la barque. Sania pousse avec les rames contre le rivage. Ils voguent sur l'eau. Sania, Ouais. et la bouffe? Bah, on la pêche, la bouffe. Faut voir les choses de manière positive, Pacha, et tout sera positif. Ils voguent. Pacha essaye de voir les choses de manière positive. Sa petite ville natale, qu'il n'a jamais quittée, se fond progressivement au loin avec le rivage, avec les femmes et les enfants, les maris bedonnants et leurs bières, avec Svetka et Irka. Sania rame face à la proue comme il l'avait prévu. Il tourne donc le dos à Pacha. La nuit tombe. Le ciel étoilé est suspendu au-dessus de Pacha et Sania. Il n'y a rien à part le ciel. Des étoiles en haut, des étoiles dans l'eau aussi. Tu connais les constellations, Pacha? Ben, je connais la casserole. Moi aussi, je connais que la casserole. Mais en fait, j'aime pas ça. La casserole? Pas la casserole, mais que toutes les constellations doivent être les mêmes pour tout le monde. Y a quoi à savoir là-dedans? Ben, c'est la science. C'est pas la science. Le fait qu'il y a Mars, Jupiter, tout ça, c'est la science. Y a quoi les étoiles elles ressemblent, je peux te décider tout seul, merci. Je suis pas aveugle quand même, t'es d'accord? Oui. Tiens, voilà, là-bas. C'est une barque et tout. Où ça? Bah, à gauche. Rélis les points dans ton esprit. Là, c'est la barque, et là, c'est nous dedans. Trop fort, non? Je la vois pas trop, la barque. Ah bah, regarde comme il faut, putain. Ça ressemble à une gueule. Une gueule, ça ressemble à une barque, voilà. Ouais, si tu veux. Et là-bas, là, c'est un avion. Et quand les affaires marcheront bien, on s'achètera un avion aussi. Un petit, bien sûr, hein, genre 10 places, pas plus. Pour voler autour du monde.
Et voler jusqu'à la maison? Qu'est-ce que tu veux y foutre à la maison? Ben quand même. Oublie-la, cette maison, Pacha. C'est pas ta maison, c'est juste que t'as eu le malheur d'être né là-bas, compris? Chez nous, c'est beau et tout ça. C'est ce qu'on dit. Ça t'avance à quoi? Là-bas, regarde. Ça ressemble à notre lac. Et on dirait même qu'il y a des arbres autour. Ça ressemble au Kremlin. Tu sais, parfois, quand je suis très triste, je m'imagine que je suis genre sur la Terre, et la Terre, elle est genre dans l'espace. Enfin, tu vois, comme si je dézoomais. Genre, là, je suis sur le lit. Là, je suis dans la ville à hauteur de vol d'oiseau. Je suis encore plus loin, c'est les nuages et on voit plus rien. Puis l'espace. Et là, c'est déjà la Lune. Hein. Genre, la Terre, c'est plus qu'une petite boule vue de là. Et la petite boule, elle tournicote dans tout ce cosmos, elle fait ses trucs. Et d'autres planètes aussi. Elles ont des gaz et tout, une température de fou, bref, plein de problèmes à elles. Et il y a le soleil, et des machins qui explosent dessus. La Terre est vraiment toute petite vue de là. Et là, je me redis, moi je suis là-bas, sur cette Terre, et je suis genre un pauvre grain de sable, même plus petit que ça. Mais ça me fout pas la haine, ça m'irrite pas. Au contraire, ça me calme que genre, voilà, tous mes problèmes, ils se réduisent à des grains de sable, et ça me fait comme une libération, tu sais. Et là, je pense que putain, je me les gèle. Pourquoi je me suis fourrée dans tout ça? J'ai la dalle, on n'a rien pris, on n'a rien réfléchi. Mais genre là, je regarde tout ça depuis les étoiles et c'est bon. On vogue tous les deux dans cet énorme espace. C'est trop le délire. Et puis les autres gens, ils font des trucs aussi. Et ils sont tous genre des grains de sable. Enfin bref. Tu sais que les poissons des profondeurs explosent si on les remonte trop brusquement à la surface. Comment tu sais ça? Bah, j'ai lu. Et nous deux, on va monter et tout, mais on va pas exploser. Et pourquoi on va pas exploser? Parce que nous, en fait, bordel l'âme, on n'est pas des profondeurs. On s'est juste retrouvés au mauvais endroit. Mais c'est une histoire de pression quand t'es déjà en profondeur. Sois pas relou, on n'explosera pas, c'est tout. Et on va ramer encore longtemps? Tranquille, ouais. Il continue à voguer. Pacha est allongé et regarde les étoiles. Il se précipite mentalement vers la lune puis vers le soleil. Il se précipite mentalement vers la lune puis vers le soleil. Sania rame et s'imagine comment ça lui fait les muscles. Matin. Il vogue. Difficile de dire combien d'heures et de jours se sont écoulés. Les joues de Pacha se sont affaissées, ses pommettes sont ressorties. Sania a le visage tanné. Un truc, tu sais, que je comprends pas. Pourquoi les gens, ils veulent pas changer leur vie? C'est des bulles, t'y peux rien, ils replongent toujours. Tu me parles de quoi? Tu sais, quand je revenais chez nous là-bas en train, après le taf, j'ai rencontré une femme. Quand? Genre, il y a 2 mois. Et alors? Et alors, rien. Tout était super romantique. J'ai tout de suite demandé honnêtement si elle était libre ou pas. Elle a dit libre. Elle m'a présenté à sa mère, tout ça, à son fils. Et alors? Et ben j'étais partie, tu te souviens, pour une semaine. Je pars, elle répond plus. C'est la fête au village. Téléphone coupé, elle m'ignore partout. Je pige pas. Je suis pas du tout d'humeur. Le lendemain, elle m'écrit comme quoi elle s'est remise avec son ex. Genre, ils ont été ensemble 2 ans et demi, ils s'étaient séparés, et là, elle revient. Je comprends pas ça. Mais je comprends rien du tout. Là, j'ai pété une durite. Non mais ça se fait ça ou quoi? Tu m'expliques? T'aurais pu le dire plus tôt tout ça, que c'était un sentiment juste comme ça. Juste tombe pas amoureux. Voilà. Et elle a rien dit. Et le pire, c'est ce truc, avec sa mère, son fils et tout. Comment elle fait pour les regarder dans les yeux? Je me demande. Surtout son fils. Il comprend tout, lui. Elle avait un mec, maintenant c'est un autre. Moi, si j'étais son fils, je la comprendrais, mais pas du tout. Je dis, on se retrouve tous les 3 avec ton ex, et puis on voit comment on fait. Elle dit, tu le connais pas, il reculera pas de toute façon. Et comment tu sais que moi je vais reculer? Et argument principal, on est ensemble depuis 2 ans et demi déjà. Mais moi avec mon ex, j'ai vécu 10 ans avec, et alors? Il y a des gens qui se séparent au bout de 15 ans, de 20 ans, ça fait rien. Ça sert à quoi de s'embourber? Moi j'avais pensé me remettre avec mon ex, mais ça sert à quoi? Elle est comme ça, moi je suis comme ça, on peut pas nous changer. Ça va reprendre la routine, les engueulades, les scandales. On a besoin de ça.
C'était bien, oui, mais bon, quelque chose s'est brisé, qu'il aurait su. Mais je lui ai dit, toi, après, quand tu seras bourré, tu m'appelleras. Je te promets, tu m'appelleras. Les gens n'aiment pas changer leur vie. Mais si elle est pourrie, Pache! T'en sais quoi, ce qui est bien pour qui? Même elle pourrit. Au moins, on a l'habitude. Et on vit par habitude, en attendant de mourir. C'est une option. Crocodile arrive en face de Pacha et Sania. On ne voit que ses yeux affamés et le sommet de sa tête. Non, c'est quoi ça? Un crocodile! Putain! Vous foutez un coup de rame! Mais c'est ça, vas-y toi! Pourquoi? Il va bouffer avec la rame! Le crocodile ouvre grand sa gueule. Messieurs, où est donc le rivage? Où est le rivage? Je ne le trouve pas. Par là? Sania agite une rame vers l'arrière. Enfin, on vient de là-bas. Où allez-vous? À Moscou? Oh, si je puis dire, ce n'est pas bon. La direction? L'idée, les nôtres là-bas, il n'y en a pas. Ah si, au zoo. Et toi, le zoo, ça te dirait? Pacha et Sania échangent un regard. Quel ennui! Je vais sur le rivage. Ramenez-vous aussi si ça vous dit. Allez! Le crocodile s'éloigne. Pacha et Sania continuent à voguer en silence. Pas évident de trouver un truc à dire après ça. Un poisson des profondeurs nage sous Pacha et Sania, très très profondément. Difficile de dire comment il s'est retrouvé dans une rivière, mais peut-être que Pacha et Sania ne sont plus du tout sur une rivière. On ne distingue pas les rivages et autour, il n'y a que l'eau, azur et infinie. Le poisson regarde en haut et se dit « Pourquoi ne pas remonter et sauter ?» Il s'arrache des tréfonds. Il agite des nageoires par-ci, par-là, comme un chat qui remue sa queue en se préparant à sauter, et, se propulsant du fond, vole vers le haut. Le poisson saute de l'eau sous le regard de Pacha et Sania, et il explose. Sania, t'as déjà eu l'impression d'être congelée? Hein? Bah, genre, bref, attends, je formule. Tu sais, genre, à l'intérieur, tout est figé, et c'est comme ça partout en fait. Tu veux prendre une bière, mais c'est comme si c'était pas ta main, et c'est pareil pour le reste. Comme si t'étais un bloc de glace lourd et glissant et maladroit. Et bref, à l'intérieur, c'est pareil. Genre, hier encore, t'aimais quelqu'un. Tu l'aimais, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est comme si ça aussi, c'était au congèle. Et ça reste coincé là. Je sais Et pas. bon, bref, j'ai tout le temps l'impression que si je change un truc global, je me décongèlerais, genre comme un frigo. Et je change, bah Par genre... exemple. Ben par exemple, je suis parti avec toi. Et t'étais congelé, toi? Oui. Et ça a changé? Justement, je sais pas. Sania ne dit rien. Il comprend en gros ce que raconte Pacha, mais il ne sait pas quoi dire à ce sujet. Pacha envoie une pièce de monnaie ricochée sur l'eau. La pièce rebondit au loin. On ne voit pas où elle s'est arrêtée. Quelques secondes plus tard, la pièce revient, en ricochant, droit dans les mains de Pacha. Pacha est intrigué. Il lance la pièce sur l'eau, une fois de plus. La pièce saute et revient à nouveau. Quelqu'un frappe l'eau avec sa queue, une énorme queue qui ne ressemble ni à une baleine ni à un poisson. Une sirène émerge des eaux, nage vers la barque et s'accroche à celle-ci, ce qui l'incline d'un côté. Wow! Chérie, on pourrait tomber là! Tombez donc, je vous amènerai dans mon royaume. Et c'est quoi ton royaume? C'est un royaume sous-marin. Nous avons un roi, il y a ses sujets, et moi je suis la princesse. Nous aussi en haut, on a un roi et des sujets. C'est pas ça qui va nous étonner. Chez nous, c'est la démocratie, on choisit le roi. Donc, si on en choisit un autre, toi, tu seras plus princesse. Oui, Alors ça nous intéresse pas de venir avec toi. t'es con. Et moi, je peux devenir roi? Un roi? Toi? Tu rigoles? Moi je peux. Justement, là-bas en ce moment, la cote de confiance des terrestres a augmenté. Sania donne un coup de rame sur la tête de la sirène, et celle-ci disparaît sous l'eau.
Pourquoi? Quand est-ce qu'on a mangé la dernière fois? À la maison? Depuis combien de temps on navigue? Ça doit faire une semaine. C'est les alus qui commencent. On va crever si ça continue. Sania sort d'une poche un paquet de cigarettes cabossées et un briquet. Pacha guette la sirène dans l'eau, mais elle a disparu sans retour. L'eau s'étend à gauche, à droite, devant et derrière. Il n'y a rien que l'eau. Sania, Quoi? et si jamais il n'y a rien d'autre dehors? Tu veux dire quoi? Peut-être qu'il n'y a jamais rien eu. Ni notre ville, ni Moscou, ni Pernambuco. On a quoi? Pernambuco, c'est au Brésil, au nord-ouest. J'ai regardé des images sur internet une fois. J'ai toujours voulu aller au Brésil. Et alors? Quoi? Bah rien, moi je sors de notre ville seulement pour aller chez ma mère au village. Bon, enfin bref, peut-être qu'il n'y a pas de terre, peut-être qu'on a toujours été et qu'on sera toujours dans la barque. Peut-être qu'on est mort. Sania allume une cigarette. Il tire dessus. Le filet de fumée monte, tout droit. Sania l'observe pensivement. Calme plat. Ah justement, donne 2-3 tafs. Sania tend la cigarette à Pacha. Pacha tire dessus. Le filet de fumée monte, tout droit. Pacha se réveille parce que la sirène caresse sa joue. Sania ronfle tellement que des vagues partent en rythme de la barque. T'es revenu. Te voir. Tu voulais venir avec moi, non? Dans les contes, on dit toujours de ne pas faire confiance aux sirènes. Et à qui tu devrais faire confiance alors? Tu sais, voilà, j'ai une femme. Ce n'est pas un problème. Pas un problème. J'ai une maîtresse aussi. Mais je fais confiance ni à l'une ni à l'autre. Je fais confiance à personne, même pas à moi-même. J'ai essayé de comprendre dès mes 10 ans, je crois. Va savoir peut-être avant, je sais plus. C'est quoi l'amour en fait? Et puis c'est désagréable. Tu sais, je suis un gars quoi. Et d'habitude, c'est les filles qui pensent ça. Il n'y a que les gars qui pensent comme ça. Bah, bref, j'en sais rien. J'attendais le feu d'artifice, comme dans les films. Que je verrais une fille, que tout prendrait des couleurs tout d'un coup, tu comprends? Surtout chez nous, dans la ville, tout est putain de gris. Chez vous, dans les profondeurs, ça doit pas être pareil. Tu vois comme les sardines, elles sont grises. Bah, chez nous, toute la ville est comme ça. Et je pensais que je la verrais, elle. Et adieu la grisaille, et alors on peut plus ou moins continuer à vivre comme ça, tu comprends? Je crois. Et je grandissais, bref, je regardais les nanas, mais rien ne prenait de la couleur. La ville est grise, et les nanas sont grises, tout est gris, c'est de la merde. Je me suis regardé dans un miroir un jour, et j'ai compris que j'étais gris moi aussi. Moi, je ne trouve pas que tu Bah sois écoute la suite. Ensuite, il s'est passé ce truc. Il y a une fille qui m'a plu. C'est pas tout qui s'est coloré. Mais il y en a une qui m'a vraiment plu. Pour la première fois, tu sais. Mais elle était pas top. Pas top au sens globalement. Une cruche, quoi. Et tous mes potes lui faisaient la misère. Et toi? Et moi, j'étais muet. Comme un poisson. Les poissons ne sont pas muets. Moi, j'étais muet. Il reste muet un moment. Et après? Rien. Après, je me suis marié, et puis je me suis trouvé une maîtresse. Puis je suis parti en barque. Au fait, tu sais pas aussi, il est loin le rivage? Quel rivage? Bon, n'importe lequel, au point où on en est. Il n'y a plus aucun rivage. Comment ça? Quoi, tu n'es pas au courant? Les rivages ont été annulés. Il n'y a plus nulle part où voguer. Ah! Pacha est distrait par Sania et quand il se retourne, la sirène n'est plus là. Le rivage n'est plus là, lui non plus. Dans la profondeur de la nuit, la sirène caresse les joues de Pacha avec sa main humide et froide. Nageons vers la maison, Pacha. Voirirka. Varsvetka. Allez. Pacha ouvre les yeux et voit la sirène. Elle a le même visage que la fille qu'il a jadis aimée. Allez. La sirène sort délicatement Pacha de la barque, le plonge dans l'eau et le tire derrière elle, non pas vers la maison,
mais vers le royaume sous-marin. Sania se réveille seule dans la barque. Pas une trace de Pacha. Sania sort la dernière cigarette du paquet cabossé et l'allume. Autour, il n'y a que de l'eau. T'es mon ami ou t'es de la merde? Personne ne répond à Sania. Sania s'allonge de tout son maigre corps dans la barque et regarde d'abord les nuages, puis les étoiles, et de nouveau les nuages. Parfois, il ressemble au lac qui est à la maison et aux arbres qui l'entourent. Mais Sania sait déjà que la sirène avait raison. Il n'y a plus de rivage. Il n'y a plus de Moscou. Il n'y a que de l'eau. Bien des jours plus tard, la barque contenant un Sania, à jamais endormi, est entourée par des sirènes, qui entraînent Sania au fond pour le cacher dans la vase avec son ami Pacha. Comme des héros qui ont essayé de traverser les hautes eaux. En honneur aux héros, on lâche un poisson vers la surface. Il saute à la surface. Il a le temps d'inspirer une fois. Puis il explose. Violaine Marine-Elbold, la directrice, donc dirigeait cette lecture. On va l'applaudir. Bonsoir, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui, une nouvelle fois pour ceux qui étaient là hier, pour les nouveaux, bienvenue. Voilà, la rencontre avec l'écho de Lyubimovka était absolument géniale. On a collaboré depuis plusieurs mois et c'est vrai que c'était une aventure vraiment formidable. Vous allez voir ce soir en première partie un des effets de cette rencontre joyeuse avec les étudiants de la faculté des arts qui vont lire une des pièces d'une des autrices des Échos. Je laisse présenter Elena. Merci. Bonne soirée. Oui, merci. Donc, si vous étiez hier, on a réussi à parler avec des auteurs mais qui n'étaient pas là, qui ne pouvaient pas être avec nous. Heureusement qu'il existe des visios. Donc aujourd'hui, les autrices sont toutes présentes et sur la traduction de Lyubimovka, il y a toujours des échanges avec les autrices et pour les autrices après les lectures. Donc s'il vous plaît, vous pouvez rester et donner vos retours. C'est important pour les autrices. Oui, et je vais me traduire un petit peu en russe parce qu'il y a, vous voyez, donc des autrices, des auteurs donc, qui ne comprennent pas tous le français. Donc, приветствуем вас на их Lyubimovке в Страсбурге. Это второй день, и это плод plus fort, mais en français. Est-ce que quelqu'un a кто-то, поднимите руку, кому нужно перевод на русский, чтобы мы понимали. Окей.
Это плод встречи, действительно, «Эхо любимовки» фестиваля Готфридерского комитета с университетом Страсбурга и прежде всего факультетом искусств, студенты которого представят эту пьесу. И после читки будет обсуждение текста с автором текста, авторкой, которая в зале. Так что, пожалуйста, оставайтесь, ей очень важны ваши слова. C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je demandais à Laurent qui me les aide de mettre sur scène. Que sur le programme, vous voyez que les partenariats qu'on a est honoré de faire cette édition en partenariat avec le Centre de traduction internationale de la Maison Antoine Vitesse qui a soutenu la traduction d'une autre pièce que peut-être vous avez vue hier soir, L'attaque animale. Et c'est une rencontre qui continue, oui, qui nous permet de traduire et de vouloir de continuer plus, et de traduire plus. Peut-être que tu peux dire quelques mots. Oui, rapide. D'abord pour corroborer ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que c'est la rencontre avec l'écho de Lyubimovka. C'est une rencontre joyeuse. Ça a été le cas pour nous aussi, un peu plus en amont de ce cycle de lecture, puisque nous, l'équipe de l'écho de Lyubimovka, est venue nous trouver pour nous proposer des textes, parce que la Maison Antoine Vitesse, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est le Centre international de la traduction théâtrale, c'est-à-dire que nous payons, nous offrons des bourses de traduction pour des textes étrangers traduits en français et nous mettons à l'honneur le travail des traducteurs. Nous avons un site, si cela vous intéresse, sur lequel vous pouvez trouver un certain nombre de textes, dont celui que vous avez qui a été présenté hier, Attaque animale, disponible gratuitement. C'est un peu comme le gaz et l'électricité, comme disait Jean Villard, c'est un service public. Donc la Maison Antoine Vitesse est financée. Il existe encore un ministère de la Culture qui finance des entreprises comme celle-ci, un centre de la traduction. Comme l'écho de Lyubimovka est un écho, eh bien la traduction, elle aussi, est un écho. C'est l'écho d'un texte original. C'est le transfert d'une langue, d'une culture, d'un contexte dans un autre contexte. Il est important que la trace des textes existe, et c'est pourquoi nous avons des textes en ligne quand ils ne sont pas publiés, et c'est pourquoi il faut acheter les textes quand ils sont publiés. C'est-à-dire, d'abord, ça permet aux auteurs de vivre, parce que ce n'est pas non plus forcément très facile de travailler en exil, dans une langue qui est sa langue maternelle, mais dans un environnement où cette langue maternelle n'existe plus. Et c'est là où votre présence, elle est fondamentale, et où la considération sur la question de ce transfert, de la traduction, est importante. Ça vous permet d'entendre les textes dans votre langue, ça permet de faire des ponts à une époque où les ponts ont un peu tendance à se fissurer. Donc, voilà. Нам рассказали о центре Дома Антуана Витеза. Это центр, поддерживающий переводческую работу, дающий стипендии переводчикам, чтобы перевод случался, чтобы мосты культуры не уничтожались. И тем вообще очень важно и переводить, и поддерживать переводчиков, покупать книжки, когда они издаются, потому что не так уж просто существовать автором в изгнании, и перевод помогает существовать на том языке, которым говорит население. Это очень кратко. И это помогает мне сказать последнюю вещь. Это книжка, это пьеса «Большая вода», которую вы сейчас услышите, она переведена на французский, и она только что издана. Буквально неделю назад пришла из печати, и вы ее видите наверху.
можете этим воспользоваться, потому что автор здесь. Et c'est juste que j'ai aussi, donc la dernière chose que je voulais ajouter, justement, que cette pièce, Les Autozos, que vous allez découvrir, elle vient d'être publiée. Elle est là-haut, donc vous pouvez acheter, c'est la maison d'édition Saint-Isidate qui l'a publiée. Donc vous pouvez, si la pièce vous plaît, de faire dédicacer. Voilà, c'est tout. Ouais. Moi j'ai connu un petit impair tout à l'heure. Évidemment, la maison Tonité, c'est la maison des traducteurs et des traductrices. Surtout les traductrices. Может быть, это вопрос к залу, прежде всего, пока мы вам не раскрыли, как эта пьеса была написана, Даша вам это не рассказала, так как она достаточно метафорическая, о чем она была для вас, о чем для вас была эта история. Si quelqu'un a des commentaires, donc des questions, vous pouvez les poser, vous pouvez les dire, c'est vraiment très très bienvenu. On est un peu dans le dispositif scène salle, mais vous oubliez ça, oui, donc on est tous dans le cercle grand, le plus grand du monde, et en profondeur. C'est ce qu'il y a déjà des commentaires. Oui, c'est Lana Гофман. Peut-être que c'est une triche. Для меня эта история просто глобально о потерянных постсоветских мужчинах. И для меня она по ощущению очень перекликается с романом «Географ Глобус пропил». Et donc là, pour Svetlana, par exemple, c'était une histoire sur les hommes, oui, donc post-soviétiques. Perdus. Totalement perdus. Dans la vie. Ouais, cette génération post-soviétique perdue, et surtout masculine. C'est une histoire sur les hommes. Oui, donc il y a eu des références au roman que je ne sais pas en fait comment le titre a été traduit. Moi non plus. Désolée. Géographe à bus en globe. Est-ce que pour tout le monde c'était une histoire sur les hommes post-soviétiques? J'espère que non. Для меня это было о подвиге. Ce qui résonne avec moi, c'est la fin du texte, parce que là on dit que ces deux hommes ont été enterrés comme des héros qui au moins ont essayé de passer les autres. Et ça me dit que l'exploit ou quelque chose de grand peut être pas si évident, mais quand même ça existe. Moi, je dois avouer que c'est une énième automne que j'analyse avec les étudiants, par exemple, Tchekhov, donc toujours. Et donc là, cette motif qu'il y a donc au moins, ils ont essayé de partir à Moscou. Oui. Oui, mais enfin, on se rend compte que Moscou, on n'y arrive jamais. Что я говорю, что я все время учаюсь с Петром Чехова, и здесь наконец-то они хотя бы решились поехать в Москву, но Ран заметил, что на самом деле мы понимаем, что невозможно никогда в Москву приехать. Да. Enfin, moi, ce que ça me racontait, c'est des hommes qui quittent une zone rurale dans laquelle ils sont malheureux, en espérant trouver mieux ailleurs, mais finalement, ils se perdent en chemin et ils n'arriveront jamais vraiment à cet idéal qui est finalement un rêve. Здесь эта история была про то, как живут кто-то сельское, возможно, место, глуши, пытаются из нее выбраться, но, в общем, тоже выбраться как будто бы невозможно. Для меня эта пьеса была про рождение, про то, что человек вот рождается, проживает вот так вот жизнь в какой-то воде, куда-то плывет, не знает куда, и в конце его русалки утаскивают. И еще у меня было, если честно, ощущение, что ну как бы звучит вот это про Москву, в Москву они как бы плывут
Ну, сейчас мы сидим в Страсбурге, и в этом контексте, да, вот всей той большой воды, в которой мы находимся сейчас, и в частности те, кто в эмиграции, мне кажется, что сейчас уточнять про Москву уже как бы не нужно. Ну, то есть мне безумно понравилась пьеса, огромное спасибо, Даша. При этом у меня было ощущение, что я готова была бы опустить слово «Москва», потому что оно уже просто, как бы, оно как конкретизирует то, что не нужно конкретизировать. Потому что это больше смысл, чем рассуждение о неком большом конкретном городе, о чем-то другом большем здесь речь. En fait, il s'agit d'une pièce, pour moi, sur la vie, et sur cette naissance et cette vie qu'on passe quelque part dans les profondeurs, sans comprendre parfois où on est, sans comprendre où on va. Et la pièce mentionne Moscou, mais je pense que, et voilà, et ça évoque aussi l'exil, évidemment, ces eaux dans lesquelles sont obligés de barboter tous ceux qui ont dû quitter leur pays. Et la pièce mentionne Moscou, mais je pense que c'est superflu, quoi. C'est beaucoup plus, enfin, on n'a plus besoin de dire ce mot, quoi. C'est plus universel que ça. Et je rajoute de ma part, c'est exactement la même sensation que j'ai eue en traduisant la pièce, parce que vous pouvez en fait, c'est un mythe, c'est les jeunes gens du 19e qui partent vers Paris, c'est ceux qui sont attirés par Hollywood ou Big Apple, mais voilà, généralement, on a l'habitude que voilà, il y a quand même cette étape où ils sont arrivés, et puis ils échouent, et puis ils se battent plus dur, et puis ils réussissent, et à la fin c'est happy end. Ici, non. Да, я хотел от себя добавить, да, что как бы история универсальная, и что, ну, можно это сравнить, да, там, с молодыми людьми из Франции, которые там уезжали в Париж в 19 веке, или там в Америке, да, американская мечта, там, Big Apple, Нью-Йорк или Голливуд, вот надо туда добраться и там чего-то добиться, но как бы мы привыкли, что в рассказах все как туда добираются и что-то пытаются добиться, сначала не получается, потом получается и хэппи-энд, а тут немного по-другому. Oui, ça c'est le premier membre. Je ne sais pas très bien qui c'est, donc vous pouvez vous présenter. Comment? On doit se présenter. Oui, c'est mieux de dire au moins en prénom. Oui. У меня ассоциация очень сильная. Это «Москва-петушки». Ерофеев опубликовано в Израиле первый раз, как мы знаем. Вот. Только там обратная дорога, как мы видим. Вот. Петушки как идеальное место, где все будет славно и хорошо. Великолепная пьеса, спасибо. Je pensais la même chose que vous. Можно сейчас просто Donc oui, pour moi c'est une pièce qui résonne beaucoup avec Moscou Petushki, Moscou sur Vodka, le récit de Vénéguy Yeroefeev qui a été publié pour la première fois en Israël, publié voilà, en Tamizdat, et ensuite en France. Excusez-moi, il y avait une question juste ici. Il y a une remarque que peut-être celle-ci... Mais s'il vous... Non, s'il vous plaît. Который прервали, да. Oui, elle a été interrompue. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Да, ее перебили просто. Не слышу вот это ничего, можете сейчас сказать? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, il me semble que cela, comment dire, cela exprime la grande déception, la déception de l'homme en général, c'est universel, qui attend beaucoup de la vie quand il est jeune, l'amour, une rencontre, une belle rencontre, etc. Et la vie passe et ne donne pas satisfaction. Et on continue à rêver, toujours voilà, que peut-être quelque chose arrivera, et puis finalement, il n'y a rien qui arrive. Ce n'est pas seulement russe, c'est universel, mais c'est très russe. Excusez-moi de dire comme ça.
c'est pas post-soviétique. On a fait allusion à Tchekhov, on a une raison. Comment dire? Oui, la vie n'a pas apporté ce qu'on attendait d'elle. Et c'est très noir, c'est très sombre. On voudrait ajouter quelque chose. Après, de dire oui, ils vont rencontrer dans les profondeurs quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Oui, non, c'est pas. Для меня это пьеса о разочаровании, о том, как, особенно когда ты молодой, очень много ждешь от жизни, но жизнь это тебе, к сожалению, не всегда дает. Ну, что это, что это не только русская, но все-таки очень русская. Oui, c'était juste en commentaire effectivement sur Moscou Petouchki, où ça commence aussi, il ne faut pas oublier, est-ce qu'ils boivent de la vodka? Et donc on ne sait pas très bien s'ils sont partis en voyage ou pas. Dans Moscou Petouchki, ils boivent, et on ne sait pas s'il prend le train à la gare de Koursk et s'il arrive à Petouchki, mais c'est la même chose. Mais je voulais rajouter autre chose aussi, que je trouve bien, je trouve qu'il y a un dialogue sur la question de la représentation, puisque, en fait, je ne sais pas si c'est écrit comme ça ou si c'est la mise en scène qui l'a présenté de cette façon-là, mais le dialogue entre les acteurs et les lecteurs de Didascalie en disant « mais comment veux-tu que je fasse ce que tu me dis de faire? Comment est-ce qu'on peut représenter ça, en fait ?» Donc il y a quand même cette question-là dans le texte. C'est ajouté, ça. Oui, pas dans le texte, ça. mais on l'entend. On entend que c'est compliqué de... C'est quoi la phrase il regarde la lune et le soleil. C'est quoi la... Il se projette mentalement vers la lune puis vers le soleil. Voilà, donc c'est ça. Donc à un moment donné, on dit bon, bah, ok. Donc comment est-ce que le théâtre peut raconter ça, en fait? Ou comment est-ce qu'on peut donner à voir la vie dans toute sa complexité? C'est bien la question. Сначала была ремарка про Москву Петушки, что, в общем-то, когда мы здесь не всегда можем даже не понять, точно ли не отправились в эту поездку или нет. А тут был вопрос к режиссеру, да, вообще по поводу этого диалога между ремарками, собственно, репликами героев, потому что, кажется, тут сейчас уже выяснилось, что это добавлено было, да, к отношению к тексту, это невозможность как будто бы для себя представить физически ремарки, потому что некоторые ремарки, да, там такие, которые, в общем-то, на сцене достаточно сложно представить. Да, когда мысленно пытаемся оказаться в космосе, я уже По-русски текст есть на сайте Любимовки, вот можно перечитать. Oui, il y a une question. Уже много чего было сказано, но мне очень понравилось смотреть приоткрытую дверь гаража, как какого-то места культурного, такого хэппинга, который для меня в детстве это было очень таинственное место, куда уходит дед. И это я не знала, что происходит в гараже, я знала, что в нем все есть. В нем есть фотка, в нем есть друзья, это какое-то такое очень мужское место, и поэтому замечательно посмотреть, что происходит в Щелково, что происходит в этом гараже. И я не сомневаюсь, что такие путешествия в этом гараже могли происходить как бы везде, по всей стране и во всех странах, в принципе. И было очень забавно читать текст по-русски, то есть я примерно представляю, как Саня и Паша разговаривают, и видеть французский энтузиазм, сценическую, я себе просто представляла таких пьяненьких, очень задумавшихся, очень даже пьяных, очень задумавшихся мужчин, которые где-то там в своих мыслях. И вот этот вот, как сказать, тенсион между французской речью и тому, как это написано на русском, я читала по субтитрам, я не читала пьесу на этом, поэтому я как-то je découvre. Но мне очень понравился этот контраст, мне кажется, что это добавляло какое-то такое... Открываешь гараж, и там говорят по-французски, то есть еще выше. Это супер. Maintenant traduit.
Donc oui, moi, ce qui m'a marqué dans cette pièce, Mais elle peut elle-même. c'est le garage comme lieu culturel, comme lieu, voilà, communauté. Parce que moi, quand j'étais petit, par exemple, le garage, c'était là où le grand-père il allait, quoi, là où il s'enfermait. Je savais que dans le garage, il y avait tout, mais j'avais pas le droit d'y rentrer, j'avais pas le droit d'aller là. Voilà, c'est le petit, voilà, ce petit coin masculin où les mecs se retrouvent en douce pendant que la femme elle ne voit pas pour hop boire un petit verre. Et, donc une pièce a permis quelque part de voir enfant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer là-bas, et que les voyages voilà, peuvent aussi se faire là-bas, dans ces garages-là. Et aussi, il y a eu une sorte de tension entre les surtitres et le texte, parce que imaginez bien comment ces deux mecs russes peuvent parler, donc absolument sourds, oui, et donc en petite réflexion et voir votre enthousiasme français, et ça crée encore une chaîne de compréhension. Une couche supplémentaire, ouais. Peut-être une question pour vous, pour les étudiants. Qu'est-ce que pour vous, ça a raconté cette histoire? Qu'est-ce que ça a évoqué? Qu'est-ce que ça a évoqué, oui, pour vous, cette histoire des sirènes Je vais répéter beaucoup ce qui a été déjà dit par le public de manière très pertinente, je trouve. Mais moi, ce que j'ai vu dans le texte, c'est effectivement des hommes en perte, en vogue, qui vont vers un idéal qui leur a été imposé en un sens, l'idéal capitaliste. Au final, ils sont rattrapés par une forme d'utopie dans leur misère, dans leur désespoir. Ils sont rattrapés par une sorte d'utopie beaucoup plus belle qui est ce royaume sous-marin, ce royaume démocratique qu'on commence à imaginer à la fin, mais dont qu'on ne peut qu'entrevoir. Тоже вы увидели как вот этот мир, в котором люди потеряны, и в котором они пытаются поиск какого-то идеала, который при этом навязан, это все капиталистический идеал, потому что они бизнес пытаются поехать там сделать. Одновременно они, чем дальше они плывут, они встречают как бы более такой настоящий вот этот идеал подводный, да, где вот демократия возможна, да, вот это вот такая встреча с утопиями. En même temps, moi ce texte je l'ai pris très premier degré aussi. Je trouve que c'est aussi un texte qui est très agréable à éprouver de manière extrêmement premier degré, de voilà, ils sont partis dans leur barque pliable, et puis après, il n'y a plus de rivage, il y a un crocodile, et je crois que moi c'est là où j'ai vraiment trouvé mon plaisir dans ce texte, c'est aussi me dire, ok, je pose mon cerveau, je ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a derrière, et juste je le prends très premier degré, et c'est là où j'ai vraiment trouvé mon plaisir là-dedans, quoi. Для меня было интересно, как бы я текст понимал совершенно да, в прямом смысле, спасибо. Потому что для меня большое удовольствие было именно вот просто отставить свою мысль о том, что это означает, да, и рассказать историю именно двух мужиков, которые плывут на этой складной лодке, видят этих сирен, да, и в этом было удовольствие большое от театрального удовольствия от этого текста. Oui, moi je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est une des grandes qualités du texte que je trouve, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dedans dès que je l'ai découvert, c'est que les sirènes, le crocodile, le format très court, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fable, et en même temps, si on essaye de déchiffrer le sens allégorique de tout ça, on se retrouve un peu aussi paumé que Pacha, enfin de trouver un sens précis en fait. J'aime bien cette espèce de côté un peu on est dans de la fable, mais une fable aussi qui finalement se lit comme ça en fait, juste pour elle-même, où le côté un peu transcendant de la fable disparaît, le côté
le sens supérieur aussi disparaît, il y a cette espèce d'équilibre entre, c'est marrant, effectivement, on rigole bien, il y a un sens supérieur qui est pas vraiment là, voilà. Et en même temps, il est un peu là, en même temps, il y a plein de choses, et puis je pense qu'après on parlera aussi du contexte d'écriture, et là ça fait résonner d'autres choses aussi. Может, там все перевести? Короче, дело в том, что формат пьесы и персонаж Русалка, и вот все похоже на аллегорию какую-то, но если ты пытаешься найти смысл всего этого, ты понимаешь, что ты в том же положении, как Паша и Саня, и что смысла вообще нет. И очень баланс между аллегорией и просто, ну, как говорила, что вот, ты просто получаешь удовольствие. История, даже если смысла нет. Хотя ты понимаешь, что что-то есть. Ils sont séono. Merci pour la lecture. C'était grand plaisir. Je ne parle pas bien français, donc je parle russe. Désolée. Пьеса была написана в прямом смысле про двух мужиков, которые поехали на лодке. И это даже документальная основа. La pièce, en fait, a littéralement été écrite sur deux mecs bourrés qui partent en barque. Il y a même une base documentaire, en fait. Начиналось именно так. Я начала писать ее в 2020 году, когда был коронавирус, и отец моей лучшей подруги в своем гараже строил такую лодку, которая складывалась. Он считал себя ученым и хотел запатентовать. Donc, quand j'ai commencé à écrire la pièce en 2020, c'était la période du Covid. Et Donc le père de ma meilleure copine, il a commencé justement à construire une barque pliable dans son garage. Voilà, il se voyait comme un grand savant. Il voulait, un ingénieur, donc il voulait déposer voilà, il voulait vraiment la breveter, pour ça que c'était une idée géniale. Казалось, что это отличная идея для пьесы, чтобы два мужика собрали такую лодку и поехали в Москву. Почему-то мне хотелось так. И они у меня поехали в 2020 году, поплыли, а потом я не знала до конца, что я буду с ними делать. И я периодически, в моей жизни много разного происходило, и я периодически к ним возвращалась, и они у меня говорили или о том, что со мной происходит, или о том, или воспроизводили какие-то диалоги людей, которых я встречала на своем пути. Donc moi je me suis dit que c'était une bonne idée d'écrire une histoire sur deux mecs qui partent en barque. Donc voilà, j'ai décidé qu'ils allaient aller à Moscou, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais voilà, Moscou ça me semblait bien. Et donc ils ont pris le large en 2020 et puis ils ont navigué, je ne savais pas trop. Ils ont navigué dans ma tête et je ne savais pas trop où les faire arriver. Oui, et donc pendant ce temps que j'écrivais, ils continuaient à parler, parler par des phrases de plusieurs gens que je rencontre. И я закончила ее в 23-м году, уже будучи в эмиграции в Казахстане, после того, как началась война. И я вдруг в Казахстане поняла, что берегов больше нет, и берега отменили. И я не вкладывала в это никакого, ну просто я поняла про эту пьесу, что в ней должно быть так, что берегов больше нет, и они никуда не приплывут. И я думаю, что поэтому она трактуется так по-разному, и, возможно, да, я в нее вложила как-то неосмысленно
то, что у меня внутри происходило в этот момент по поводу всего этого. Donc je l'ai commencé en 2020 et je l'ai achevé en 2023 quand j'étais moi-même déjà en exil au Kazakhstan. Et donc peut-être que c'est au Kazakhstan déjà que j'ai compris que pour cette pièce, c'est qu'il n'y a plus de rêvage. Donc j'ai compris que c'est comme ça que cette pièce doit se finir, qu'ils ne vont pas trouver un rêvage à poster. Et puis peut-être que c'est pour ça qu'il y a tellement d'interprétations possibles, parce qu'il y a cette expérience personnelle que j'ai mis peut-être même sans le réaliser, effectivement, cette expérience d'exil aussi. Маленькая просто ремарка, немножко из личной жизни, которая переплетается с смыслами, с тем, что мы обсуждаем. В 2010 году в Москве, в районе Царицына, было такое деревянное здание, дача Муромцева, которое было перестроено в 60-е годы, и в советское время там проживал Венедикт Ерофеев. И в 2010 году это здание пытались уничтожить, снести, и в итоге его снесли, подожгли вместе со всеми людьми, которые там оставались жить, и которые до этого устроили там такой частный небольшой музей Венедикта Ерофеева. И я просто помню, как зимой мы его спасали все эти экспонаты, которые там были облиты водой и замерзли. Вместе с человеком, который в 70-е или 80-е годы вместе жил в этом доме с Ерофеевым. И он мне много чего рассказывал о его жизни, я помню. И так мы с ним познакомились в 2010 году, и спустя какое-то время он меня позвал на Волгу, где он вместе с своими знакомыми, друзьями и всей своей семьей строил лодку для того, чтобы также переплывать через всю Россию. Они доплыли аж до Белого озера, в общем, и по Волге плавали все время. У меня как-то вот эти все картинки немножко материализовываются вот в этих образах из реальной жизни. Спасибо. Ça, c'est encore un monde de Yerofiev, donc des connaissances et d'une vraie barque qui a été construite. Et il a fait vraiment de vrais voyages à travers la Russie. Donc, je résume très peu parce qu'il me manque du temps. Mais Laurent, tu as voulu ajouter? Non, parce que là, j'ai voulu peut-être poser des questions à Violaine. Tes impressions peut-être de ce texte. Est-ce que du travail les impressions du texte, travail scénique, parce que c'est vrai que ce texte est assez difficile aussi à imaginer sur scène. Et moi, j'ai trouvé vraiment le travail que vous avez fait donc génial, parce que c'était même plus qu'une lecture, c'était vraiment un espace déjà devant moi. Et je peux bien imaginer cette forme, ce que vous avez un petit peu qu'on pouvait voir pour ce texte. Pour moi, la question pour moi, c'est pas de la mise en scène, ça reste une lecture, mais c'était la question de poser un peu des espaces pour clarifier les différentes paroles. Moi, tout de suite, quand j'ai lu le texte, j'ai pensé à Godot. Godot, évidemment. Moi, c'était là qui était ma référence, surtout. J'ai pensé au surréalisme magique, parce que je viens un peu de là aussi, de l'autre côté de la planète. Donc ça m'a révélé aussi un peu tout ça et comment on pouvait, à partir de quelque chose qui semblait complètement réel, partir dans dans du symbolisme, du rêve, du surréalisme. Donc moi, après, et puis on est allé là-dedans, on est parti là-dedans de quelque chose que tu disais, Anaëlle, d'assez, entre guillemets, premier degré, parce que je crois à la force d'un texte, en fait, et que de donner le texte là où il est, comme il est, permet d'ouvrir les champs après pour le public. Et moi, je crois que c'est pas à moi d'ouvrir ces champs-là, c'est vraiment au public, après lui, d'y mettre ce qu'il a envie d'y mettre.
Donc voilà, c'est vrai que quand j'essayais de chercher, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand j'essayais de trouver une ligne directrice, je me suis dit c'est pas possible, je ne retrouve pas, mais qu'est-ce que ça raconte? Je fais non, mais ça le raconte. Ben, voilà, on y va, on fait comme eux, on y va, quoi. On prend la barque et on y va. Je résume, et ça va être le temps, on peut partir. Юлия, режиссер, хотела для себя отсылку к ожиданию годов, ну и вообще к сюрреализму, и какую-то единственную такую одну линию, и очень сложно найти какую-то вторую, третью план, поэтому мы действительно пошли по плану первому, чтобы передать, собственно, силу текста, такой текст, который будет говорить о всех планах.